L'association Ney Patella Syndrome, organisatrice de ces rencontres, a pour but de faire connaître cette maladie génétique rare. Ce week-end a pour but d'aider les personnes atteintes à mieux comprendre leur maladie et de trouver, grâce à leur partage d'expériences, un parcours de soins approprié et un quotidien le plus adapté possible. Les rencontres de ce week-end ont permis à chacun de s'exprimer et d'échanger en toute confiance. La richesse de ces partages permet à tous, personnes atteintes du syndrome, conjoints, enfants, parents, de mieux comprendre la maladie. Et là, tu es satisfait. Outre l'assemblée générale de l'association, divers ateliers d'activité physique, de yoga, de réflexion et d'information ont ponctué ces 2 journées. On va faire ça. Ah oui, au sport, il faut laisser le cerveau de côté. Hein. D'accord. Là, on travaille un peu plus le gainage, parce qu'elle a un bon niveau tout de suite. Je l'ai vu. Pourquoi je l'ai vu? Parce que L'association NPS a également informé les participants de toutes les actions qui sont menées pour mieux faire connaître les symptômes de cette maladie génétique, dont les atteintes sont variables d'une personne à l'autre. Informer des droits, favoriser l'insertion scolaire, professionnelle et sociale, documenter et encourager la recherche médicale sont les objectifs de l'association. Ce qui va suivre, ce sont des témoignages de personnes atteintes du syndrome Ney Patella, présents à ce week-end d'échange. Ils soient chaleureusement remerciés pour la confiance qu'ils nous accordent. Bonjour, alors moi je m'appelle Brigitte, j'ai 44 ans, je suis atteinte par le syndrome Ney Patella, qui a été détecté à l'âge de 2 ans environ. J'ai grandi avec ce syndrome qui m'a posé beaucoup de problèmes à certains moments de ma vie, notamment à l'adolescence. Et puis aujourd'hui, j'ai principalement une problématique de douleur, une problématique articulaire. Ma foi, ça va quand même bien. Et voilà. Alors moi, c'est Eva Veloso, j'ai 44 ans, je suis prof d'espagnol à l'Éducation nationale. Voilà, et je suis atteinte de la Ney Patella, comme presque toute la famille, du côté de ma grand-mère maternelle. Voilà, moi c'est Alexandre Dos Santos, je suis le cousin de Eva, et j'ai 56 ans, 57, et je suis porteur d'une Ney Patella, issu de ma grand-mère paternelle, donc la grand-mère de Eva aussi. Donc je m'appelle Amandine, j'ai 38 ans. Moi je suis atteinte du syndrome, on va dire depuis l'âge, je le sais depuis l'âge de 2 ans, on va dire. En fait, c'est mes grands-parents paternels qui, en me voyant marcher en rampant, donc qui ont vu qu'il y avait probablement un problème. Donc du coup, depuis, mes parents m'ont trouvé un docteur, un médecin traitant qui connaissait la maladie. Donc du coup, qui m'a orientée vers un suivi à Necker avec le docteur Rigaud. Voilà. Oui, du coup, je m'appelle Maëva, j'ai 18 ans. J'ai eu mon bac, donc j'ai fini ma scolarité, l'école, et je vais rentrer dans la vie active dès que possible. Je suis atteinte du syndrome. J'ai été diagnostiquée à 6 ans suite à je faisais des chutes fréquentes en fait quand j'étais petite, et plus je grandissais, moins c'était normal, parce qu'un enfant qui tombe, on se soucie pas trop. Puis quand j'ai commencé à grandir, on est allé chez le docteur, et le docteur il a dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de mes genoux. Et on m'a envoyé faire des radios, et on s'est rendu compte que j'avais des toutes petites rotules qui étaient pas centrées comme il faut. Et en regardant mes ongles et mes genoux, ils ont dit que j'avais le Ney Patella. Donc à partir de là, j'ai fait les tests, donc c'était véridique. Et ce qui a été assez frappant dans ma famille, c'est qu'en fait, mes parents, mes grands-parents et tout ça ont fait les tests.
Et au final, il s'est avéré qu'on est beaucoup à avoir le syndrome dans ma famille, dont ma maman, des cousines, des J'ai oncles. 42 ans et je suis atteinte du Nail Patella syndrome. Et voici ma maman. Je me présente aussi, Mène Brigitte, j'ai 63 ans, je crois. Je suis atteinte du syndrome, je suis la 3e génération de personnes atteintes de cette maladie. Voilà. Et forcément, je suis la 4e génération qui va pousser jusqu'à la 5e génération, puisque ma fille, qui a 20 ans aujourd'hui, est également atteinte du syndrome. Moi, je m'appelle Mayel, j'ai 15 ans. Je suis atteinte du Nail Patella et je suis actuellement en classe de seconde. Et du coup, je m'appelle Maëlys, j'ai 18 ans, j'ai pas le Nail Patella, je suis la sœur de Mayol et je suis en licence de sciences politiques. Mon père est également atteint. On a su que j'étais atteinte d'un handicap dès ma naissance et à mes 7 ans, on m'a diagnostiqué moi et mon père du syndrome Nail Patella. Donc moi c'est Adeline, je suis originaire de Haute-Loire et donc décelée Nail Patella en 2011. Mon nom est Benny J. Je suis originaire d'Australie. J'ai le NPS, Nail Patella syndrome, et je vis actuellement au Luxembourg. Le Nail Patella syndrome, pour moi, c'est une maladie que j'ai depuis ma naissance. Sans le savoir, car j'ai été adopté et n'avais connaissance d'aucun membre de ma famille, ni de personne d'autre ayant le NPS. Ce qui signifie que je n'avais pas de référence sur ce qui était normal ou pas pour moi. Moi, je suis le président de l'association du syndrome Nail Patella. Et je suis moi-même atteint du syndrome Nail Patella. Je suis papa d'un garçon qui a le syndrome Nail Patella. Et je suis le premier de ma famille à avoir le syndrome Nail Patella. Une maladie génétique qui impacte toute la famille dans différents champs, sur la vie de famille, le rythme, le médical, ça rythme beaucoup notre emploi du temps. Avant, oui, parce que j'étais mécanicien avion. Après, j'étais mécanicien auto, mécanicien avion. Et là, je peux plus. Malheureusement, mon salaire s'est dégradé de plus de moitié. Mais là, je fais plus de contorsion. Moi, je travaille que sur ordinateur. Parce que c'est plus possible. Ouais. Ce n'est pas compatible avec tes douleurs. Voilà, je peux plus faire de terrain, je peux plus lever de poids. C'est limité à 30 kilos. Je me rappelle d'une année où j'ai perdu mon poste, donc je me suis retrouvée avec une mesure de carte scolaire. Et donc, j'avais pas pu émettre des vœux, je me suis retrouvée avec un feuilleton de 8h30 à 5h30, je gardais les murs du lycée, en fait. Et c'était court, trop court. Enfin, c'est absolument pas un rythme qui me va, parce que les pauses favorisaient, en fait, les migraines. Je rentrais chez moi, en plus j'avais de la route, j'avais des bouchons, je rentrais chez moi à 7h, 7h30, et ma vie était un enfer. J'ai passé ma jeunesse à courir les hôpitaux avec des plâtres en plastique. J'ai porté des plâtres pendant 6 ans jusqu'à mes 12 ans. Et j'ai eu d'importantes reconstructions des genoux avant mes 12 ans. Je me souviens que je passais chaque vendredi à l'hôpital à attendre ou à voir des médecins. Et cela au moins pendant 3 ans. J'avais aussi de terribles douleurs abdominales qui affectaient ma vie depuis que j'étais né. Mais depuis novembre 2019, je m'aperçois que suite à des soucis de dos, je développe de plus en plus une fatigue qui est envahissante. Mais c'est depuis peu. J'ai toujours sinon été très active. Et toi? Moi, j'ai toujours été très hyper active même à mon niveau, parce que j'ai du mal à rester en place. Il faut toujours qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Ce qui m'a posé des problèmes de dépression facile, parce qu'une fois que je ne peux pas le gérer, que je suis dans une situation qui n'est plus gérable pour moi, je coule. Mon papa est mort très jeune, il avait 34 ans. On a toujours eu de la protéinurie dans les urines. Et à 26 ans, je suis passée en urgence, en dialyse.
j'ai pas compris ce qui m'arrivait et en fait, j'ai appris sur le tard, donc avec ces recherches, que les atteintes rénales étaient comprises à peu près à 20% dans les cas de cette maladie. Et petit à petit, ça a grignoté du terrain et je me suis retrouvée assez jeune en dialyse. J'ai fait pratiquement 9 ans de dialyse avant d'être greffée en 94. Alors moi, forcément, j'ai des atteintes au niveau... alors, dans notre famille, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que nous sommes 3 sœurs. Maman a eu 3 filles et on est toutes les 3 complètement différentes d'un point de vue atteinte physique, visuelle et atteinte au niveau des organes. C'est ça, au niveau des organes. Et donc moi, à mon niveau, j'ai plus une atteinte au niveau des coudes, au niveau des poignets. J'ai un suivi ophtalmologique. J'ai une perte d'audition de l'oreille gauche. J'ai un suivi rénal puisque dans la famille, il y a le souci rénal puisque maman est greffée d'un rein, mon oncle est greffé et ma grande sœur est greffée également d'un rein. Donc il y a quand même 3 greffés dans la famille. Et après, j'ai une toute petite rotule au niveau des genoux, mais je m'estime heureuse puisque je peux largement marcher ou courir des distances assez correctes par rapport à l'atteinte que j'ai. Me concernant, en sachant que ça va pas être pareil dans tous les cas de Nel patella, on est tous différents. Les douleurs sont principalement axées au niveau de mes chevilles, de mes genoux, de mes hanches, de mon bassin, de ma colonne vertébrale jusqu'à la nuque, et de façon de plus en plus récurrente au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Donc vraiment les gros points articulaires. J'ai épousé Brigitte pour ses meilleurs aspects, mais aussi ses difficultés. Voilà, c'est un package, on va dire. J'essaye dans la mesure du possible de l'aider au niveau de ses douleurs. Donc, en l'occurrence, j'interviens surtout sur ses douleurs au niveau des cuisses et au niveau du dos, en faisant des massages plutôt énergiques. Le Nel patella, c'est une sorte de difficulté en plus à franchir. C'est un mur qu'il faut savoir franchir ou c'est un poids qu'il faut apprendre à traîner plutôt. Et ça se fait avec le temps. Au départ, j'aurais eu tout de suite la douleur, sauf qu'avec le temps, déjà, on apprend à vivre avec. Dernièrement, j'ai pu avoir accès à un traitement expérimental qui me fait beaucoup de bien. Et pour moi, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est très clairement la fatigue, parce que la fatigue va entraîner plus de difficultés à se déplacer, à réfléchir. Et donc, ça va entraîner également des douleurs. Et en fait, c'est une chaîne infinie. Pour moi, la fatigue, c'est le début de tout. Parce qu'avant, j'avais du mal à faire la différence entre mon frère et la maladie. Et maintenant, je fais la différence. Et aujourd'hui, c'est vrai que on n'a plus la même relation qu'avant, qui était agressive, qui était hostile. On a une relation beaucoup plus en complicité. Et c'est vrai que quand on est petit, on n'a pas la même vision des choses. Et ça, j'ai compris. Et que Maëlys, justement, elle a peut-être pas adapté la bonne vision à ce que je vivais moi. Et moi, j'ai pas adapté la bonne vision par rapport à la réaction de ma sœur. Donc c'est vrai qu'en grandissant, on a pris tous les deux en maturité et on a compris l'un et l'autre les choix et les actions qui ont mené à ça. Ces douleurs, aujourd'hui, m'obligent à adapter ma vie. Au fur et à mesure que ma condition physique change, sans savoir ce qui va arriver, et c'est difficile de se projeter dans la vie, si on ne sait pas comment tout ça va évoluer. J'ai une fatigue au niveau du dos qui peut être rester debout pendant longtemps. Pour moi, c'est compliqué, c'est dur. J'ai fait partie de l'étude au niveau du CBD, donc que je continue. Donc ça m'a permis au niveau du dos de gagner, c'est-à-dire que j'ai moins de fatigue au niveau du dos. Moi, mon dos, quand je commence vraiment à avoir très mal, en fait, j'arrive plus à me tenir. Je tiens quand même, hein, mais c'est vrai que c'est dur, c'est douloureux. Et si j'ai un canapé, et là c'est royal, j'ai juste à me poser, à arriver à poser ma tête et tout, et à relâcher le dos, et ça me calme de suite. Ça, pour moi, c'est magique. Eh ben, on a créé l'association avec des personnes atteintes du syndrome que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux il y a 6-7 ans.
Puis on a réfléchi aux besoins qu'on avait sur notre pathologie, parce qu'on n'avait rien du tout, très peu d'écrits, quelques lignes sur une fiche orphanette en langue française, et c'était tout. Donc on avait une pathologie qui était mal décrite, pas bien pris en charge, et puis dont plusieurs aspects étaient mis de côté. Donc voilà, on s'est fixé comme objectif, c'était un petit peu double, c'était que ça avance sur ce plan de la description, de la connaissance du syndrome, sur le plan de la structuration de l'offre de soins, sur la recherche, et puis donc ça c'était plus les aspects médicaux et scientifiques, mais après l'autre aspect c'était aussi l'aspect humain, et que les gens on constatait qu'il y avait beaucoup d'isolement. C'est d'avoir réussi à avoir un protocole national de diagnostic et de soins, parce que ça répondait à ce premier objectif que j'évoquais, d'avoir une description, une photographie des connaissances sur le syndrome et sa prise en charge à l'instant T, en 2020, c'était à peu près. Donc voilà, c'était une première étape. La deuxième grosse réussite, c'est d'avoir un début de recherche sur le champ de ce qui est le plus invalidant dans le syndrome pour beaucoup, c'est le niveau de douleur et l'impact de la douleur sur le quotidien. Le projet pilote avec le CBD à haute dose avec le docteur Gréco à l'hôpital Necker. Et la troisième grosse réussite pour moi, c'est que les gens se rencontrent et se soutiennent et voilà, rentrent en réseau et voilà, ils ne soient plus seuls. Et c'était un projet qu'on a organisé avec le conseil d'administration de l'association là depuis quelques mois maintenant. On a voulu justement centrer sur la rencontre. Il n'y a pas de professionnels de santé. L'idée, c'est vraiment que les personnes, c'est de l'empowerment, que les personnes s'épaulent les unes les autres, se refilent leurs trucs et astuces. On a eu une présentation d'un de nos administrateurs justement sur l'activité physique adaptée. Ça a généré beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Ça a permis, quel que soit le niveau d'atteinte des personnes, de s'apercevoir qu'ils pouvaient avoir une démarche commune, des points communs. Souvent on parle de boîte à outils dans la gestion du syndrome, la prise en charge, et voilà, c'était un petit peu ça l'objectif, puis surtout que voilà les personnes repartent en collectif. Ça a un autre aspect aussi, c'est de pouvoir aussi affiner notre connaissance des besoins des personnes atteintes du syndrome Neil Patella, de façon à ce que nous on puisse se faire le relais de tout ce qui manque auprès des pouvoirs publics, des hôpitaux, des médecins, des chercheurs. Voilà, parce que plus on échange, plus on comprend, parce qu'on est vraiment sur le champ des maladies rares. Donc, comme pour moi, la fonction centrale dans l'association, c'est l'écoute que je fais pour l'association. Voilà, parce que c'est ce qui m'a donné le plus d'opportunités de comprendre et d'avancer. Le manque de moyens dans les hôpitaux, financiers, humains. On a la chance quand même, d'être en France et d'avoir un réseau de santé qui permet à chacun d'y accéder. Donc ça, je pense que pour les maladies rares, c'est une vraie chance. C'est ce qui nous permet aussi d'être un petit peu pilote, parce que c'est en France qu'il y a eu le protocole national, qu'il se passe des choses à ce niveau, au niveau de la connaissance du syndrome. Mais je pense que ce qui est la clé, c'est que les personnes, justement, elles peuvent accéder aux généticiens et aux soignants. Il n'en reste pas moins que, pour plein d'aspects de la prise en charge du syndrome, on a beaucoup de questions, c'est vers qui je dois aller, et on a cette difficulté à trouver des médecins dans les différents champs, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les gastro-entérologues, les médecins de la douleur, etc., qui connaissent le syndrome et qui puissent apporter une réponse adaptée, pertinente à ce dont les personnes auraient besoin. Et aujourd'hui, on essaye plus de construire ça en essayant d'identifier les champs sur lesquels il faut que les personnes aillent vers les mêmes soignants pour qu'ils puissent comprendre un petit peu quelles sont nos difficultés, qu'est-ce qui est en cause, et voilà. Et puis de structurer les réseaux de soins sur les territoires pour les aspects qui peuvent l'être. On milite aussi pour que sur certains territoires, on constate qu'il y a des difficultés de prise en charge, d'accès aux soins, d'accès au diagnostic, avec des délais de consultation qui sont très très importants.
Donc voilà, nous on fait remonter ça aux autorités de santé, à la direction générale de l'offre de soins, à l'occasion des relabellisations dans les centres de référence par exemple, et voilà, pour que les choses progressent. Mais voilà, le nerf de la guerre est financier et humain.